Bonjour à tous, merci pour votre présence au webinaire organisé sur les conséquences du gel et la reprise au vignoble. Donc l'intervention va être présentée par Bernard Genevet. Juste sur le côté pratique, vous pouvez déployer la barre d'outils en cliquant sur la flèche qui est sur la barre d'outils verticale à droite de votre écran, ce qui vous permet d'accéder aux questions que vous pouvez poser par écrit. Et également, vous pouvez télécharger la présentation qui est présente, une fiche technique est présente en ligne et disponible ici. Pour les questions, le mieux, c'est pendant l'intervention de Bernard de poser par les questions par écrit. Donc, soit j'y répondrai, soit je les retransmettrai à Bernard. Et on pourra essayer un temps de questions-réponses orales à la fin. Donc, dans ce cas-là, il faudra demander la parole, ouvrir votre micro et je vous laisserai la parole. Voilà, je laisse la parole à Bernard, donc il est le consultant CV du Gard. À toi, Bernard. Bien, bonjour à tous. Peut-être Jacques, tu peux me confirmer qu'on m'entend bien? Oui, oui, on t'entend bien. Voilà. Donc bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Donc comme l'a dit Jacques, je m'appelle Bernard Genevet, je suis consultant viticole dans le Gard. Voilà ce qu'on va aborder sur ce webinaire. On va faire un petit point sur les températures qui ont été enregistrées au moment du gel. L'idée, c'est surtout d'essayer de voir si on peut faire un lien entre ces températures-là qui ont été quand même assez exceptionnelles et la nature des dégâts qu'on observe. Et ensuite, on va aborder l'impact du gel et surtout qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'il faut faire en distinguant deux cas, les vignes en production et les plantiers en formation. Concernant les vignes en production, on va se poser un petit peu des questions de reprise et malheureusement, dans certains cas, de pérennité des souches. Puis après, j'essaierai d'aborder les notions de rendement, qui sont la grande question du moment, et la question de la gestion la gestion de la récolte en termes de qualité, qui est la question qui va suivre. Et un peu au fil de l'eau, je dirais, on verra comment on peut favoriser certains points, ou est-ce qu'il y a des méthodes pour favoriser certains éléments ou pas. Après cette partie-là, je propose qu'on passe aux questions. Et selon le timing, d'une part de mon intervention et de vos questions, j'ai préparé aussi quelques diapos sur les méthodes de lutte contre le gel, parce que ça fait quand même quelques années là, à court terme qu'on a des épisodes de gel importants et c'est une question qui se pose naturellement. Alors, deux cartes pour revenir sur les conditions de température au moment du gel. Une première sur laquelle je passerai rapidement. Mais donc vous avez le Gard, alors j'espère que vous voyez ma souris. Donc je vais essayer de pas aller trop vite quand même pour le cas où vous ne la verriez pas avec le décalage. Donc vous avez le Gard là un peu sur la carte sur la gauche. Donc par rapport au code couleur, ce qui est en rouge est positif. Et quand on a du jaune, puis du vert, puis du bleu, on a des températures négatives et d'autant plus négatives qu'on va vers le bleu. Là, c'est juste pour rappeler, même si vous le savez sans doute tous, que c'est un gel quand même d'une ampleur exceptionnelle en termes de zones géographiques touchées, puisque c'est quasiment tout le bassin méditerranéen, à part peut-être les Pyrénées-Orientales et certaines zones de l'Aude. Et à plus grande échelle, c'est une bonne partie du vignoble français, et même plus, puisqu'on parle aussi du vignoble allemand, du vignoble italien. Donc déjà, un premier élément, mais qui a une importance par rapport à ce qu'on dira tout à l'heure, et qui a une importance aussi par rapport aux méthodes de lutte, c'est quand même une surface géographique jamais vue, ou en tout cas très rarement vue. On est probablement dans un événement, je ne sais pas s'il est de nature centenale, mais on est dans ce type d'événement-là, quoi. En tout cas, jusqu'à présent. Éventuellement, selon les questions, on parlera peut-être un petit peu des perspectives sur ce type d'événement. Alors, si on zoome un petit peu plus sur le Gard, une carte qui m'a été passée là par des personnes du Baronne avec qui on travaille et qui a été fournie par un fournisseur d'accès météo, la Weather Mesure. On cible sur le Gard, donc vous avez Nîmes, je vais essayer de vous le montrer avec la souris, si je le retrouve moi-même, voilà. Nîmes au centre, donc pour ceux qui ne verraient pas la souris, qui est sur la bordure gauche de la zone rouge.
Donc après, Nîmes, la carte monte, jusqu'à Bagnols-sur-Cèze en haut à l'est et en bas jusqu'à la mer et vous avez aussi jusqu'à l'ouest, jusqu'à la frontière avec l'Hérault. Donc là, les codes couleurs, sont les mêmes. Donc en rouge, les zones qui ont eu des températures, positives, en tout cas pas inférieures à 0. Ensuite, un gradient du orange vers le jaune avec des températures d'autant plus négatives et puis du vert, du bleu, on peut aller jusqu'à -5, voire encore plus bas. Alors ça, juste pour rappeler que ça colle à peu près avec une identification des dégâts tels qu'on a pu la faire au moment de nos recensements. Alors même si ce genre de carte est un petit peu piégeuse parce qu'on peut avoir des zones de bas-fond dans la zone rouge qui vont être gelées et des zones un peu de coteaux dans la zone jaune qui ne le seront pas. Mais enfin, globalement, ça colle à peu près avec plutôt la bande rouge, c'est-à-dire une petite portion au sud de Nîmes et une partie de la vallée du Rhône, je dis bien une partie, qui sont sensiblement moins touchées. Tout le reste du département, ça va varier de touché à très, très touché, quoi. Voilà. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de faire le lien entre ça et la sensibilité des bourgeons au moment du gel. Donc ce qu'on sait en termes de bibliographie et j'ai mis les bourgeons, alors ça correspond pas au stade phénologique par région, hein, mais je les ai mis par rapport au code couleur. Disons que dès qu'on passe dans des températures négatives, donc entre 0 et -1, bah, les feuilles sorties, bah, elles sont pleines d'eau, donc elles grillent, elles gèlent. Donc ça veut dire que, bah, toutes les zones qui ont été à -1 et à ce moment-là, on avait quand même, une grosse partie du vignoble qui avait débourré, qui était à 2-3 feuilles étalées, on va dire. C'était un cas assez fréquent. Donc ce qui explique, l'ampleur des dégâts en termes, de surface géographique touchée. Mais on voit qu'on a eu des températures, autour des -2, -3, où, bah, des bourgeons, au stade juste pointe verte, comme celui qui est au centre de la carte, voire bourgeons dans le coton, pour celui qui est au centre haut de la carte, sont touchés. Et si on va dans les endroits où il y a eu les températures les plus basses, donc là, le code couleur parle de températures inférieures à -5 degrés. Donc beaucoup d'entre vous ont relevé par endroits des températures qui ont atteint des -7, -8, -9. Et on sait qu'à ce stade-là, ben, les bourgeons au stade encore bourgeons d'hiver sont détruits, ou en tout cas peuvent l'être. Voire plus, puisque j'ai pas mis de photos là pour vous, mais il faut savoir que la sève circule en fait en périphérie d'un sarment ou du tronc. Donc il est très probable quand on a des températures -7, -8, -9, -10 degrés, ce qu'on a eu localement, ben, on ait aussi une destruction des éléments qui permettent la circulation de la sève. Donc ce point-là, il est important parce qu'il explique, d'une part, pourquoi les dégâts sont très importants, puisqu'on avait à peu près tous les stades au vignoble, quasiment en toute zone au moment du gel, premier point. Et deuxième point, bah, on a très certainement, une partie des bourgeons encore dans la bourre, voire, qui n'avaient pas démarré, qui ont été gelés et même, très certainement, du bois pérenne, qui a été gelé. Alors c'est principalement dans les zones colorées en bleu et en vert, mais encore une fois, à l'intérieur des zones, jaunes, voire potentiellement de la zone rouge, on peut avoir, des portions de bas-fond, des portions particulières où on a eu des, températures très basses. Autre élément descriptif de l'événement de gel, il semblerait qu'on ait eu à la fois un gel radiatif, c'est-à-dire, qui est l'élément principal de ce gel-là, c'est-à-dire des températures froides qui n'ont pas pu s'évacuer, mais aussi, des phénomènes un petit peu convectifs, c'est-à-dire de courants d'air froid qui ont pu, circuler. Tout ça pour dire qu'entre les 2 types de gel possibles, les stades phénologiques, la surface touchée, en fait, on a un peu tous les cas de figure observés au vignoble, c'est-à-dire des parcelles habituellement gélives qui ont gelé, des parcelles habituellement gélives qui n'ont pas gelé, des parcelles jamais gélives qui ont gelé. Donc en fait, on retrouve tous les cas possibles et c'est très dur de dire, qu'une situation précise n'a pas été concernée par le gel, puisqu'en fait, quasiment toutes les situations possibles, ont été concernées. Alors, une fois qu'on a fait cet état des lieux en termes, d'événements, mais qui déjà, je pense, vous permet de faire le rapprochement avec, certaines situations qu'on observe, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors les questions qu'on nous a beaucoup posées, dans les jours qui ont suivi, le 8 avril, c'est: est-ce qu'à un moment donné, je vais devoir irriguer, pour favoriser la reprise? Est-ce que je fais des apports d'engrais, au sol, en foliaire, voire, d'autres, produits? Alors voilà globalement comment moi je me propose de voir les choses. C'est-à-dire qu'avant de parler de ce qu'il faut faire, quel est l'objectif? L'objectif est d'avoir le moins de compétition hydrique et azotée possible pour que, tout ce qui est disponible en termes, d'eau et d'azote, puisque c'est l'azote quand même qui favorise la vigueur, soit disponible pour la vigne. Sachant que pour qu'un bourgeon redémarre, il faut quand même qu'il déjà il n'est pas gelé, c'est une évidence, et il va redémarrer sur ses réserves. Donc déjà, première remarque, toutes ces questions, ne se posent qu'une fois que la vigne a redémarré. Malheureusement, il n'y a rien qui permet de favoriser ou d'accélérer le démarrage des bourgeons, si tant est qu'ils soient encore vivants. Et après, une fois que ça redémarre, l'idée c'est de limiter au maximum la concurrence de l'herbe. Alors, ça veut dire au moins détruire ce qu'on avait prévu de détruire. Éventuellement, pour cette année, aller un petit peu plus loin que ce qui était prévu. Donc moi, j'ai eu des cas où des enherbements qui étaient prévus tous les rangs, j'ai préconisé de passer un rang sur 2, de le détruire complètement, en disant: «Pour cette année, on passe en sol nu et on remettra l'herbe l'année prochaine». Et il faut savoir que c'est en ce moment que la concurrence azotée, se fait principalement. Donc c'est maintenant que la vigne a besoin d'azote et c'est maintenant qu'il faut faire ce choix-là, voire il y a une quinzaine de jours. Est-ce qu'il faut apporter des engrais au sol? Pour moi, pas de façon spécifique. J'ai plutôt dit: autant faire ce qui était prévu si ça n'a pas été fait au moment du gel. Puis là, on arrive à une date où je pense que ce qu'on va amener au sol, notamment en termes d'azote, n'aura plus vraiment le temps d'être, assimilé. Donc, ce qui devait être fait, à mon sens, a été fait. Et le mois d'avril, là, c'est souvent une période où les apports azotés se font. Donc, voilà, beaucoup ont continué de faire leurs apports sans les majorer. Je vois pas trop pourquoi on les aurait majorés. La question des engrais foliaires revient souvent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut activer des choses, qui déjà ont redémarré d'elles-mêmes. Donc je dirais que la question des engrais foliaires, commence à se poser maintenant pour moi. Finalement, de façon presque classique, comme s'il n'y avait pas gelé, c'est-à-dire que quelque chose qui ne se donnerait pas satisfaction en termes de couleur de feuillage notamment, qui serait jaune, carencé. Alors en général, c'est plutôt des symptômes de jaunissement ou de chlorose qu'on voit dans les vignes à problème. Là, pourquoi pas faire un engrais foliaire? A contrario, là où tout va bien, alors je mets des guillemets à «tout va bien», tout va bien par rapport aux sarments qui poussent. Si les feuilles sont vertes et que ça pousse, c'est qu'il y a ce qu'il faut et que les parties fonctionnelles le sont correctement. Donc finalement, en termes d'apport au sol et d'engrais foliaire, on est presque à faire ce qu'on aurait prévu de faire, et très ponctuellement à favoriser un petit peu un petit peu les choses. Et la grande question de l'eau, elle s'est posée pour tout le monde. Je dirais que pour m'en sortir par une pirouette, on a quand même eu de la chance, c'est-à-dire que fin avril et début mai, là, on a eu 2 épisodes pluvieux assez importants qui font qu'on est revenu dans une situation à peu près normale, en tout cas en termes de disponibilité en eau pour la vigne dans les horizons où il y a les racines. L'inquiétude était légitime parce qu'on sortait d'un hiver très sec et si on n'avait pas eu ces épisodes pluvieux-là, la question de l'irrigation se serait probablement posée de façon bien plus précoce qu'habituellement pour le Gard, et peut-être, de façon, encore plus forte pour les vignes, qui ont gelé pour favoriser leur croissance. À mon avis, en tout cas par rapport à ce que j'observe aujourd'hui, on est dans une situation, normale ou tout au moins correcte et je pense que ceux qui poussent, poussent normalement. Donc je ne vois pas de raison d'accélérer les choses avec de l'eau pour l'instant. Donc on va revenir à une situation classique de suivi, de l'eau dans le sol, de la croissance, comme on le ferait, quasiment une année normale. Alors maintenant, quelle est la qualité de la reprise, actuellement? Alors, quelques petites photos d'évolution que j'ai prises sur la même parcelle.
Alors, vous verrez, les points de vue sont pas toujours les mêmes, mais faites-moi confiance, c'est la même parcelle. Donc déjà, le 29 avril, on voyait qu'il y avait pas grand-chose qui avait repris. On voit un petit peu de vert par-ci par-là, mais beaucoup de noir. Donc en clair, les quelques feuilles qu'on voit, c'est des bourgeons qui, par chance, n'avaient pas gelé, ou quelques bourgeons latents qui ont redémarré. Mais en gros, 20 jours après le gel, il y a un grand nombre de parcelles où on voyait toujours rien se passer, et un grand nombre d'entre vous et d'entre nous, étions particulièrement inquiets pour la pérennité, de certaines parcelles. Début mai, les choses ont commencé à bouger de façon favorable. Donc c'est la même parcelle, hein. Donc là, c'est une parcelle de Grenache d'une trentaine d'années. Mais quand même, on voyait ce genre de choses. C'est-à-dire qu'un certain nombre de bourgeons ont redémarré, mais beaucoup n'ont pas du tout bougé. Alors ça me permet de vous décrire un petit peu les types de bourgeons qui repartent. Alors je le fais en ordre inverse. Ici, les bourgeons du vieux bois. Ici, un bourgeon de la couronne, donc à la base des coursons. Bon, et je l'avais pas sur la photo, mais on aurait pu avoir, un bourgeon latent, qui aurait redémarré, et on le voit assez fréquemment à côté du bourgeon principal, qui lui a gelé. Donc voici les 3 types de bourgeons possibles, avec une conséquence importante, c'est que tous, de toute façon, seront moins fertiles que les bourgeons qu'on a laissés à la taille, et d'autant moins fertiles, voire pas du tout, pour les bourgeons du vieux bois. Et actuellement, en fait, sur les souches, on a un peu tous les cas de figure, d'où la difficulté, d'avoir des idées claires sur, la qualité de la reprise en termes de fertilité et de nombre de grappes. Alors voilà comment est la parcelle actuellement. Donc ça, c'est une photo toujours sur la même parcelle que j'ai faite, le 19 mai, donc hier. Donc vous voyez déjà qu'entre le 6 mai et le 19 mai, et je trouve particulièrement sur la semaine écoulée, on a eu une très forte évolution. Donc ça, c'est une parcelle où, que j'aurais presque parié comme, à arracher il y a encore 15 jours. Finalement, elle s'en sortira peut-être. Voilà, malgré tout, on a quand même encore ce genre de souche avec, entouré en vert, des choses qui auront démarré correctement, et entouré en rouge, des choses qui n'ont pas encore bougé. Alors on le voit pas là, de temps en temps, il y a un petit œil, sur le vieux bois. Partira, partira pas. C'est pour ça aussi que sur la droite, j'ai entouré, avec des pointillés, le rond vert sur la droite, parce qu'à ce stade-là, est-ce que ça va pouvoir récupérer un petit peu de vigueur? C'est pas évident. Bon, en tout cas, on a des choses qui bougent encore actuellement. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais on a beaucoup de nouveaux bourgeons qui ont éclaté cette semaine. Voilà à peu près l'état des lieux, en ce moment. Une autre photo de même nature, où sur la même souche, on trouve les 3 cas, de reprise possibles. Un bourgeon qui a redémarré de suite après le gel, un qui a mis à peu près, qui a mis un peu plus de temps au milieu, et le troisième, qui, démarre à peine. Donc ça, je pense que ça doit correspondre à un certain nombre de situations que vous voyez, avec plus ou moins, de portions noires et plus ou moins de portions vertes, et un très gros gradient. Je dirais que ce cas-là, moi, je le vois beaucoup sur les vignes d'une trentaine d'années, beaucoup sur Grenache, pas mal sur Carignan finalement, un petit peu sur Syrah. Moins sur d'autres cépages, mais est-ce que c'est parce que je tombe pas dessus, parce qu'il y en a moins? Mais un cas qui paraît assez général, le Grenache de 30-40 ans dans les zones où il a fait entre -3 et -5, -6 degrés, on a quand même beaucoup ce genre de situation. Alors le bilan de la reprise, il est plutôt correct finalement, mais il y a quand même très certainement des souches qui ne repartiront pas. Combien? Je suis pas capable de vous le dire, hein, c'est des estimations difficiles. Il y aura probablement des souches où la taille ne sera pas possible, c'est-à-dire où on n'aura pas assez de coursons, ou positionnés de mauvaise façon pour après restructurer les souches correctement. Donc je pense que dans un contexte qui sera quand même bien plus favorable que celui qu'on aurait pu craindre il y a une quinzaine de jours, à ce jour, je crains quand même qu'il y ait quelques pertes de fonds, soit parce que des parcelles seront non viables, parce que trop peu de redémarrage et trop peu de coursons, mais c'est vrai aussi pour les, guyot. Plutôt des parcelles un peu âgées, souvent qui avaient un peu de mortalité, Grenache, Carignan, Syrah me paraît ce que je vois le plus, surtout sur Grenache, mais je reste prudent sur ça. Et bilan à la fin de l'été, parce que, quid des bourgeons qui viennent juste de démarrer, vont pouvoir avoir un peu de vigueur, ou la vigueur va être prise par les autres souches, difficile à dire aujourd'hui. Alors une fois ce bilan fait, on va dire sur ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on va parler des interventions, manuelles.
Et en fait, on a différents types de rameaux qu'on voit actuellement. Certains qui sont fructifères, alors soit qui étaient déjà là et qu'il va falloir garder et on n'a pas trop les moyens de perdre encore plus de récoltes. Soit des rameaux qui sont apparus et qui sont plus ou moins fertiles, soit des rameaux de la couronne ou de vieux bois, qui ne seront pas fertiles, mais dont on va avoir besoin pour former les coursons ou les baguettes de l'an prochain quand il s'agit de guyot. Alors voilà ce qu'on voit actuellement, donc ça aussi c'est des photos que j'ai faites, dans la semaine. Alors plus ou moins bien réparties sur les souches et en plus ou moins grande quantité sur les souches. Mais là, on voit typiquement, sur la photo de gauche qui est un petit peu floue, l'aspect, buissonnant et si on zoome, c'est ce qu'il y a sur la photo de droite. Donc on voit un courson sec, donc on voit que là, le gel a été fait, à peu près au stade, 1 feuille à 2-3 feuilles. Aucun bourgeon n'est reparti et tout est reparti sur la couronne ou sur le vieux bois. Bon là, sur cette photo, il y a que 4 sarments, mais on peut avoir, des choses plus spectaculaires avec 5-6 sarments au même endroit, des sarments très mal placés sur le bas du tronc. Enfin, il y a un peu tous les cas de figure. Donc le cas classique, c'est que là, la taille d'hiver va être, particulièrement compliquée. Finalement, comme, quand on ébourgeonne pour des raisons classiques, au porteur, pour des aspects qualitatifs, pratique quand même se fait de moins en moins. Mais là, l'objectif serait de supprimer, au moins un sarment, voire 2. Mais là, attention à la case derrière. D'une part pour favoriser les sarments principaux et aussi pour éviter, une taille trop compliquée et trop fastidieuse. Voilà. Sachant que, une fois qu'on va faire ce genre d'intervention ou qu'on ne le fera pas, mais qu'on aura quelques sarments répartis aux beaux endroits, sur les cordons, il va falloir sécuriser tout ça, puisque la casse au vent, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc attention, au relevage des fils téléphones. Là, actuellement, beaucoup de SIRA sont au stade relevage. Alors je sais pas si c'est la diapo après, voilà. Attention au relevage, sachant que, c'est un peu frustrant parce que, les sarments sont très irréguliers, des longs, des courts, des moyens, mais je pense qu'il vaut mieux relever et faire de la repasse derrière, malgré le temps que ça prend, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir encore des sarments qui cassent, plutôt que d'attendre que tout, soit à la bonne hauteur et en général, on a de la casse dans les coups de fort mistral et encore plus sur les coups de fort vent du sud, ce qui par définition n'est pas prévisible à moyen terme. Alors tout ça, notamment les activités des bourgeonnages, c'est forcément très contraignant en main-d'œuvre, hein. On va être sur des ordres de grandeur, 20, 30, 40 hectares, avec une grosse variabilité, selon, l'état des souches. Donc, je dirais, ça va dépendre des moyens de chacun et tout le monde n'aura pas les mêmes moyens pour faire ce genre d'intervention, mais lorsqu'elles seront faites, ça sera vraiment du temps gagné à la taille. Donc c'est un investissement à faire maintenant qui sera valorisé à la taille et d'autant et par ailleurs qui va être valorisé aussi au moment de la récolte parce que ces porcs buissonnants vont aussi être plus compliqués à traiter, vont être plus compliqués pour la maturité des grappes, enfin vont poser, différents problèmes qui sont bien connus par ailleurs. Alors un petit focus sur la taille guyot, qui est un petit peu particulière. Là, je vous montre une photo, prise il y a une quinzaine de jours. Là, on voit sur la baguette à gauche, que quasiment rien n'est reparti et encore celle-là est pas trop mal. Si vous arrivez à voir un petit peu derrière, la photo est pas trop nette, mais on voit pas beaucoup de vert quand même. Donc globalement, là, c'est une parcelle que je connais bien, la récolte, voilà, il y aura pas de récolte sur cette parcelle. Là, c'est quasiment la souche la plus productive de la parcelle. En revanche, il y a eu des inquiétudes, sur, la production de l'an prochain. C'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre, la baguette de l'an prochain et où est-ce qu'on va mettre, les coursons de l'an prochain? Sachant que tout ça, il faut que ce soit situé à peu près bien, c'est-à-dire pas trop haut, pas trop bas. Donc là, moi, ce que j'ai préconisé dans cette situation-là, si bien sûr c'est sur la majorité des souches, dans la mesure où il y a pas de récolte ou quasiment pas, c'est de sacrifier le peu qu'il y a pour, favoriser, la repousse pour, l'an prochain et espérer autant que possible avoir une baguette correctement positionnée, par exemple celle de droite et un courson à peu près correctement positionné.
Bon là, c'est certain qu'on devra prendre ce qu'il y a, hein, tout sera peut-être pas bien placé en termes de hauteur, l'un au-dessus, l'autre, en dessous, mais quand même globalement, on est bien mieux sur ce qu'il y a à droite ici que par exemple sur le sarment en bas du tronc à gauche qui est, beaucoup trop bas. Donc l'idée, bah, c'est de favoriser toutes ces parties-là, donc éventuellement de supprimer la baguette pour pas qu'elle absorbe toute la vigueur, qui est liée à l'acrotomie de la vigne. Quand c'était possible, moi j'ai plutôt préconisé des interventions manuelles. Parce que les pamperages chimiques la technique la plus développée chez nous et qui est logique, hein, par rapport aux disponibilités de main-d'œuvre et aux coûts, bah, forcément là, bah, on aura tendance à griller des zones qui nous seront utiles. Donc le travail à la main, bah, permet de mieux sélectionner et d'éviter tous les accidents. Donc là, bah, là comme j'ai dit tout à l'heure, bah, ça dépendra un peu des moyens de chacun, mais les interventions manuelles sont quand même, largement favorables. Alors, sur les aspects production rapidement, bah, forcément les nombres de grappes, bah, vont diminuer fortement, puisqu'on a vu que les bourgeons seront plus ou moins fertiles. Voilà 2 exemples, classiques. En haut à gauche, quelque chose qui est finalement pas trop mal puisqu'on a un sarment qui a 2 grappes, un autre qui a pas de sarment. Mais c'est assez fréquent de voir ce qu'on a à droite, c'est-à-dire des sarments sans grappe, voire une toute petite grappe dont on peut se demander si elle va pas filer, avant de nouer, c'est-à-dire se transformer en vrille. Donc il y aura de fait un impact bien connu sur la quantité de récolte. Alors combien? Bah, c'est la grande question à laquelle, je ne répondrai pas. Cependant, on aura quelques éléments prochainement. Là, je vous montre le type de suivi qu'on fait à l'ICV sur le centre du Gard depuis très longtemps, mais ici depuis 2011. Vous avez le nombre de grappes par souche moyen estimé sur notre réseau, qui fait une bonne centaine de parcelles. Et ce qu'on constate, bah, c'est que les années 2012, 2017 et 2020 sont des années où on voit assez nettement une baisse. Et pour ceux qui s'en rappellent, c'était des années à gel très significatif. Où va se positionner 2021? Je crains, même si je ne l'espère pas, que le rond rouge soit quand même un petit peu plus bas que 2020. Les comptages sont en cours chez nous. Donc rendez-vous début juin bah, pour avoir une première estimation. Et je pense que là, on va commencer à pouvoir préciser un petit peu les choses en termes d'estimation de perte de quantité de récolte. C'est le type de comptage que vous pouvez éventuellement faire chez vous, surtout si vous avez bah, des parcelles gelées, des parcelles non gelées, en comparant des nombres de grappes entre gelées et non gelées, en faisant des rapprochements avec vos rendements de l'an dernier. Vous pouvez essayer d'estimer un petit peu la baisse de rendement pour, par exemple, ce qui est une question importante en ce moment, réfléchir aux stratégies bah, de personnel cet été, de gestion des vendanges. Sur les aspects qualité, une question qui va se poser, qui est très importante, bah, ça sera autour de l'homogénéité de la maturité. Bah, la réponse, on l'a, hein, et on l'a eu clairement l'année dernière. On l'a très bien vu sur Grenache. Les maturités seront hétérogènes. Je ne crois pas qu'il y ait de miracle de ce côté-là. Donc, deux photos sur Grenache, qui est un cépage malheureusement emblématique de ce point de vue. En haut à droite, au début de la maturité, et des choses qui se sont quand même un peu améliorées si on savait être patient en bas à gauche. Mais de fait, on aura ce genre de choses. Alors, à l'intérieur des souches, à l'intérieur des parcelles, entre parcelles, sans doute beaucoup de cas de figure. Bah, des questions qui vont se poser, c'est qu'est-ce que je destine au rouge et qu'est-ce que je destine au rosé? Donc ça va être des sujets, à traiter et qui seront objectivement pas simples, par rapport après à ce qu'on peut avoir comme marché derrière. Donc des vraies questions pour, mes collègues œnologues et pour les caves. Et puis, bah, pour les consultants viticoles et pour la partie vigne, bah, la sélection parcellaire, notamment pour essayer de valoriser au mieux sur un beau potentiel en rouge, sera très importante. Alors, si maintenant on passe au cas particulier des plantiers en formation, qui est pour moi un élément très important, je dirais que s'il y a des moyens humains à mettre actuellement et qu'on doit faire des choix, c'est plus sur les plantiers en formation que sur les vignes en production. Bah, parce que des plantiers en formation qui partent du mauvais pied, eh ben, on va conserver les erreurs ou les problèmes sur toute la durée de vie de la vigne. Alors voilà les choses qu'on a pu observer pas longtemps après le gel. Donc on voit ici, des souches où l'idée était de faire les baguettes et la question, bah, est-ce qu'on va pouvoir, positionner les baguettes correctement
c'est-à-dire grosso modo à l'endroit où j'ai mis mon animation, qui est une vingtaine de centimètres sous le fil. Donc là, c'est le cas de cordon de Roya. Et puis, hop, si les baguettes ont été formées, ben, est-ce que sur les baguettes, on va avoir des démarrages réguliers ou est-ce qu'on va installer des fenêtres, c'est-à-dire des trous, qui ont de grandes chances, de rester pérennes? Je pense que ce qui a pas démarré là, ne démarrera plus. En tout cas, sur un grand nombre de cépages, un grand nombre de situations. Alors, quelques photos pour illustrer ce qui peut être fait. Donc là, c'est des extraits d'une petite vidéo qu'on a faite à l'ICV la semaine dernière et qui, je crois, est en ligne sur notre site actuellement. Donc sur les souches dont on voulait former les troncs, bah là, c'est exactement la même parcelle que tout à l'heure, mais 15 jours après. Donc on voit que rien n'a redémarré sur le haut. Donc c'est évident que bah, on ne pourra pas faire nos baguettes. Bah là, malheureusement, il va falloir former un nouveau tronc, c'est-à-dire ébourgeonner ce qui est à la base, et surtout sécuriser ce nouveau tronc avant qu'il casse, c'est-à-dire en fait refaire toutes les opérations qu'on fait sur la deuxième feuille, mais un petit peu plus tard que d'habitude, et surtout en n'oubliant pas que là, on est sur des choses qui redémarrent. Donc, ce qui va casser, ben, on n'aura pas de troisième chance. Est-ce qu'il faut couper les parties mortes ou pas? Je dirais que le coup de sécateur à mettre sur les parties sèches est pas la priorité. C'est pas très joli, mais ça gêne pas. Par contre, il faudra couper les grappes qu'on voit ici. Mais priorité à la sécurisation des futurs troncs. Sur ces parcelles-là, on va avoir un décalage de vigueur entre porte-greffe et greffon, et on peut espérer, en intervenant maintenant, notamment sur des parcelles qui auraient un peu de vigueur, de l'eau qui pourrait être irriguée, bah, finalement arriver à avoir un tronc avant l'été et en coupant au niveau du fil, à reformer les baguettes en verre, qui sont des stratégies qui se font pas mal sur certains vignobles du Gard, c'est un peu moins habituel sur d'autres. Mais sur un certain nombre de parcelles, je pense qu'on pourrait revenir cet hiver quasiment à la même situation que celle qu'on avait prévue l'hiver dernier. Alors maintenant, sur les baguettes qu'on avait laissées par rapport aux fenêtres, alors j'ai mis volontairement un point d'interrogation parce que là, c'est la situation la plus frustrante possible et c'est celle qu'on voyait la semaine dernière. Parce qu'il y a 15 jours, bah, c'était sûr qu'il y avait une fenêtre énorme. Et puis là, la semaine dernière, bah, il y a des petits bourgeons qui sont repartis. Alors je coupe pas. Bah, question difficile, hein, donc je ne sais pas s'il y a des bonnes ou des mauvaises réponses. Moi, la mienne est de couper en faisant l'hypothèse que ces bourgeons auront du mal à se développer. On sait que la vigueur de la vigne est en général sur le cœur, sur le creux du cordon, sur le V et sur le bout du bras. Donc, il est très probable qu'on n'arrive pas à avoir une vigueur suffisante sur le milieu. Donc, pour moi, c'est une baguette à couper. Alors, c'est des réponses toujours difficiles parce que ben, on enlève une partie de la récolte qu'on aurait peut-être pu garder sur une troisième, quatrième feuille dans un contexte de rendement qui vont être faibles. Mais on va dire priorité à la structure des souches et aux années à venir. Mais j'avoue que c'est discutable et on a tendance à hésiter devant chaque souche. Dans ces cas-là, pour moi, c'est à couper. Alors voilà un autre exemple plus clair où c'est évident qu'il faut couper. Alors j'ai pas mon trait rouge, je l'ai mis où vous pouvez pour que vous le voyez, mais plutôt au bord. Et là, on voit qu'on a deux baguettes plutôt correctement positionnées par rapport au fil porteur qui est le fil en zigzag. Et on va pouvoir refaire les deux baguettes. Et là aussi, si c'est suffisamment vigoureux, il est très probable que l'hiver prochain, on puisse faire des coursons comme on l'avait prévu l'hiver dernier. Pour le coup, ça, c'est des opérations à faire dès que possible, voire qui ont déjà démarré chez certains d'entre vous. Donc, eh ben, il faut accepter qu'on fixe les choses telles qu'elles sont maintenant et qu'on intervient ou qu'on décide de ne pas intervenir. Plutôt travailler à la main, et c'est pour ça que, bah, il y a des situations où ça va devenir de plus en plus dur et parce que les sarments sont gros. Pourquoi? Bah, parce qu'au sécateur, on fait en général un travail qui est pas de très bonne qualité, on laisse des bourgeons et après les bourgeonnages deviennent très compliqués, voire, de façon définitive, très difficile. Bien évaluer la nature du travail, former le personnel, donc envoyer plutôt des petites équipes qu'on va prendre le temps de former, pas forcément aller vite au début parce que c'est pas évident, il faut réfléchir. Et puis à un moment donné, c'est de faire des choses homogènes parce que vous n'aurez pas 2 souches pareilles. Mais moi, je préfère avoir que des troncs ou que des baguettes plutôt que d'avoir sur certaines souches des troncs, des baguettes et après pendant 3 ans, on réfléchit à toutes les souches.
Donc, bah, s'il y a beaucoup de troncs à reformer, ben, on reforme tout. S'il y a beaucoup de baguettes à reformer, on reforme tout. Mais l'idée, c'est d'avoir des travaux les plus homogènes possible dans ce qui va suivre. Il va falloir sécuriser tout ça par le relevage et ou par l'attachage. Et très certainement, du fait de l'hétérogénéité des dégâts, des travaux qui vont se faire en une, deux ou trois fois, si on veut faire les travaux au moment optimum. Donc voilà pour Bernard, les aspects reprise et intervention à faire maintenant. Je pense qu'on est à peu près dans le timing et je repasse la parole à Jacques pour voir s'il y a quelques questions qui ont été posées pendant mon intervention. oui, Bernard, donc tu m'entends? Oui, oui. Oui, oui. Donc il y a une question sur les vignes en taille mécanique. Quels sont les dégâts qui ont pu être observés et qu'est-ce qu'on peut faire sur des vignes très touchées? Est-ce que c'est le bon moment pour intervenir? Alors en termes de dégâts, moi j'ai l'impression qu'à situation équivalente, c'est-à-dire, au même endroit avec les mêmes températures, on a côte à côte un cordon et la taille mécanique. Comme on l'avait vu l'an dernier, une situation plutôt plus favorable, sur les tailles mécaniques. Sachant qu'encore une fois, là où il a fait -8, tout est pareil, quoi, hein. Mais là où on a eu des -1, -2, -3, une situation plutôt plus favorable et ça s'explique assez bien parce qu'en taille mécanique, bah, on a un certain retard au débourrement d'une petite semaine par rapport au cordon coursonné, donc déjà un peu moins de bourgeons avancés et on a pas mal de bourgeons qui ne démarrent pas en taille mécanique parce qu'on en laisse beaucoup à la taille et tous ne démarrent pas et en fait, bah, ceux-là, comme ils étaient décalés et pas prévus entre guillemets pour démarrer, bah, ils ont rapidement pris le relais après le gel. Donc je dirais qu'en moyenne, à situation égale, une situation plus favorable sur les parcelles en taille mécanique. Après, dans les parcelles en taille mécanique très dégradées qui vont repartir par un bout ou par l'autre, j'ai pas plus de réponses que sur les parcelles en production. On aura sans doute, dans les endroits où il a fait très froid, des parcelles en taille mécanique qui vont repartir de façon tellement irrégulière bah, qu'elles seront plus aptes à une production correcte, quoi. Mais je pense que ce cas-là sera moins fréquent que sur les parcelles en cordon ou en guyot. Et après, est-ce que je sais pas si j'ai répondu complètement à la question, s'il y avait un complément? Ben, je ne sais pas s'il Voilà, y est-ce a qu'il y a des encore. choses spécifiques à faire? Je dirais pas plus que sur les autres, si ce n'est que certes, si ce n'est que par défaut, il y aura certainement pas des bourgeonnages sur celle-ci, par définition, on va dire. Mais voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors j'ai pas parlé de recépage, donc je me pose une question tout seul. Parce que j'ai parlé des bourgeonnages, mais on aurait pu aborder comme sur les guyot, le recépage, c'est-à-dire, bah, lorsqu'un sarment, un gourmand est bien placé sur le tronc et qu'il y a un très mauvais redémarrage, sur les bras, essayer de reformer les souches. Donc ça, c'est des techniques qui marchent, très bien, qui sont très efficaces, par contre qui sont très consommatrices en temps. Donc ça a du sens d'une part si on a un nombre suffisant de souches qui ont des démarrages au bon endroit et qu'on est sur des parcelles pas trop âgées quand même, parce que quand même sur ces parcelles de 30-40 ans, on a quand même déjà souvent une certaine mortalité liée aux maladies du bois, par exemple. Donc voilà, le cas des parcelles à recéper, va être à mon avis, minime, donc plutôt sur des vignes pas trop âgées et avec des dégâts sur les bras et un bon redémarrage sur les troncs. Après, ça demande, bah, aussi de faire de l'épamprage manuel et pas chimique, de bien sélectionner le futur tronc, mais on retrouve une récolte normale en 2 ans. Enfin, c'est des techniques, coûteuses, mais qui marchent très, très bien. Mais avant de s'y engager, il faut bien évaluer la qualité de la parcelle et l'intérêt à mettre en comparaison avec un arrachage, replantation, avec prime, par exemple. Enfin, voilà, il y a des réflexions économiques pas simples à faire, mais que beaucoup de producteurs vont faire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je peux ouvrir le micro si vous ouvrez votre micro, mais il faut me le dire. Il faut l'écrire, puis je pose la question. Donc apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Mmh. Euh, Je sais pas s'il y a quelques compléments à faire, peut-être Jacques, que j'aurais oublié ou avant de non, passer aux méthodes de lutte contre le gel? tu as fait un tour très, très complet, quoi, très complet Voilà. de la situation. Ah, j'ai pas parlé des premières feuilles, tiens, ça me vient en tête, parce que j'ai eu le cas hier. Même hétérogénéité sur les plantations de l'année.
avec des dégâts plus ou moins importants, des reprises. J'ai une photo que je ne vous ai pas mise là où sur la même parcelle, j'ai mort, reprend à peine, a repris il y a 15 jours et a repris il y a 3 semaines. Donc, moi, j'ai préconisé à certains qui voulaient replanter rapidement d'attendre plutôt l'an prochain. Je ne sais pas si c'est le bon choix ou pas, mais je suis pas, voilà, je suis un peu réservé sur les plantations tardives à une période où il va pleuvoir de moins en moins. Sur des plants qu'on n'a pas réservés, voilà, quid de la qualité des plants, même si les pépiniéristes travaillent bien, mais enfin, voilà, il faut avoir conservé les plants correctement. Donc, je suis plutôt dans l'idée de constater les choses, de les faire constater en termes d'assurance, des choses comme ça, et de dossiers administratifs, mais d'engager des travaux de replantation, de restructuration proprement l'hiver prochain. Donc, pour moi, le bilan des actions de fond en termes techniques, pas administratifs, sera à faire à la fin de l'été en fonction de comment tout ce qui aura redémarré aura passé l'été. Bon, c'est un point de vue qui est peut-être discutable, mais c'est plutôt ce que je préconise pour l'instant, quoi. En essayant de ne pas trop se disperser dans 36 000 actions, sachant qu'il faut quand même bien préserver tout ce qui est en place. Voilà, la récolte ne sera pas grosse, donc il va falloir la bichonner. Bien. Donc, oui, juste, Bernard, tu as fait allusion à une vidéo sur la reprise des plantiers. Donc, juste pour signaler que cette vidéo est en ligne sur la chaîne YouTube de l'ICV. Donc, c'est une vidéo qui dure 3 minutes, mais qui est très pédagogique, qui passe en revue les différentes situations de plantiers, soit au niveau du tronc, soit avec le tronc formé seul, soit avec le cordon en formation. Donc, je vous invite à la consulter. Donc, je prends quelques minutes sur les méthodes de lutte contre le gel, du coup. Oui, je pense, oui. Voilà, donc j'ai passé à cette partie-là, qui est plus en termes de prospective et qui va être assez rapide. Hop. Alors, il y a des classiques et des moins classiques. Les classiques et les historiques, bah, c'est de réfléchir à l'implantation du vignoble, bah, de ne pas mettre dans les zones gélives et les bas-fonds bah, des cépages qui vont être précoces au débourrement. Donc plutôt les cabernets dans les zones gélives et les chardonnays ailleurs, pour faire simple. Voilà, ça c'est la stratégie historique. Quand on regarde les gels 2017, 2020, 2021, et est-ce que ça va avoir toujours du sens par rapport à des débourrements de plus en plus précoces et à des risques de gel qui, même s'ils sont moins nombreux, finissent toujours par arriver une fois, et à des gels qui en fait concernent finalement presque plus les zones non gélives que les zones gélives, puisqu'en fait sur les zones gélives, on a tellement bien mis les cabernets, on les taille tard, que je suis pas sûr que même là ce soit celle qui est gelée le plus. Donc voilà, une stratégie historique, est-ce qu'elle s'est adaptée au type de gel qu'on rencontre depuis quelques années et qu'on rencontrerait dans les années à venir? Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à appliquer ces techniques-là quand même. La gestion de la date de taille, ça c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. On sait que quand on taille tard, c'est-à-dire à partir du mois de mars, enfin en gros en sève montante, pas longtemps avant le débourrement, eh ben, on retarde le débourrement, donc on a plus de chances de sortir de la période de gel. Donc, bah, les limites, c'est que tailler tard, ça veut dire tailler bah, pour nous, on va dire en mars, quoi. Donc, pour le dire plutôt en physiologie, de 3-4 semaines avant le débourrement, pas avant. Donc, ça veut dire qu'il faut concentrer les temps de taille bah, sur une période courte. Alors, peut-être, d'où l'intérêt des stratégies de taille mécanique, bah, où on fait plus de choses en moins de temps. Bon, on n'échappera pas quand même au gel très tardif. En 2017, par exemple, de mémoire, il a gelé au mois de mai. Bon, là, après, on arrive à la limite du système, mais quand même. Ceci dit, c'est une question que beaucoup se posent, et moi, je pense que c'est une question légitime, et je me la pose aussi. Ça, c'est des questions d'organisation et de coût. Et tailler un beaucoup plus grand nombre de parcelles que ce qu'on fait actuellement très tard est peut-être un sujet auquel il va falloir qu'on réfléchisse. Sachant que l'impact après en termes de date de récolte est minime. Et puis finalement, 15 jours de décalage. Si on est tout seul au milieu des autres, c'est gênant. Si on est nombreux, actuellement, vu qu'on vendange de plus en plus tôt, c'est peut-être pas un problème. Donc je dirais là un vrai sujet de réflexion. Les choses aussi un peu anciennes, mais qu'on a pas mal revues cette année suite au gel de l'an dernier,
c'est le fait de laisser une baguette longue, donc de tailler en cordon la plupart des coursons sur le dessin de droite, et de laisser deux, trois baguettes longues qui vont démarrer. Donc du coup, en démarrant, qui vont freiner le démarrage des autres. Bah, en cas de gel, bah, c'est ceux-là qui vont geler et normalement pas les autres. Toujours pareil, si le gel n'est pas trop tardif non plus et si les températures restent raisonnables. Et ensuite, une fois que tout a démarré, par contre, eh ben, il faut revenir couper le reste. Donc il y a quand même des temps de travaux dont il faut tenir compte. Bah, à la limite, ça reste les gels tardifs et investir sur le temps de travail pour revenir derrière. La gestion de la température dans la zone des bourgeons, c'est ce qui est relatif au travail du sol et à l'enherbement. Donc on sait que l'herbe haute, favorise d'une part par l'humidité qu'elle dégage et d'autre part par la proximité des zones froides avec les bourgeons, on a plus de risques d'avoir, alors là j'ai mis un cas extrême, hein, d'une parcelle avec beaucoup d'herbe et de gobelets un peu bas. Donc on est plutôt dans ce genre de situation quand même. Bon, voilà, donc il faut tondre, un peu comme tout à l'heure, il faut le faire. C'est, je dirais, d'une part pour éviter la concurrence excessive et après, on va toujours avoir un effet, mais quand on reste dans des gammes de gemmes raisonnables, mais -1, -2, c'était plus de la moitié du département cette année quand même, hein. Le travail du sol, on sait que le travail du sol, favorise, de la remontée d'humidité. Donc même remarque que tout à l'heure, va limiter le refroidissement du sol et augmenter les risques de rosée sur les feuilles. Alors ça, c'est un phénomène qui se produit, alors c'est grosso modo pendant 10 à 20 jours après une façon culturale. Donc déjà, si on a travaillé les sols un mois avant l'épisode de gel, tous les compteurs sont remis à zéro. Mais une dizaine de jours avant le gel, on a encore le sol qui s'est pas restructuré et ces phénomènes-là qui peuvent se produire. C'est pour ça qu'on dit d'éviter de travailler les sols à l'annonce d'une période de gel. Après, c'est quand même un petit peu compliqué pour les viticulteurs parce que la période de gel est très longue et il faut quand même éviter la concurrence de l'herbe et on ne peut pas trop se laisser déborder par l'herbe parce qu'après, ça devient compliqué à détruire. Donc, on est un peu dans des préconisations un petit peu schizophrènes. Donc je dirais priorité à l'entretien du sol. Lorsque ça colle bien avec votre organisation, plutôt débuter que buter parce qu'au moins les températures basses sont plus basses en termes de hauteur, températures basses en degrés sont plus basses en termes de hauteur en centimètres. Et puis au minimum, parce que là on commence à avoir des prévisions météo, quand on sait que la semaine qui suit ou les jours qui suivent, ils annoncent un épisode de gel, eh bien au moins pendant quelques jours, on ne fait pas les opérations de travail du sol. C'est peut-être cette dernière préconisation qui est la plus simple à tenir, bien regarder la météo et une semaine avant, si vraiment on a une période à risque fort, eh bien on évite autant que possible de faire les travaux d'entretien du sol. Alors après, il y a des techniques avec des outils, donc je ne vais pas développer, hein, mais que je vais juste vous présenter pour mémoire. Donc un certain nombre de choses qui consistent à brasser l'air. Donc ça, certains l'ont vu cette année. Moi, je l'ai vu, l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure sur les plantiers. La partie la plus gelée et une partie qui était bordée au sud par tout un tas de hangars qui ont freiné en fait l'écoulement de l'air. Et de part et d'autre de ces hangars, on n'a quasiment pas eu de dégâts. Donc on voit que dès que l'air peut circuler soit naturellement par des petits courants d'air, soit par du brassage, hein, qui est une technique particulière, on fait baisser la température et du coup, on limite les risques, ou en tout cas, on diminue l'intensité. Comme on augmente les températures, on diminue l'intensité des dégâts. Après, il y a tout ce qui est relatif à la chaleur. Donc les choses bien classiques, c'est les bougies, alors qu'on voit dans un certain nombre de vignobles, en Bourgogne par exemple, dans le Bordelais, qu'on voit moins chez nous, c'est lié à des problèmes de gestion de surface, hein. C'est pour ça qu'on le voit beaucoup en arboriculture dans le Gard, parce que le parcellaire est plus concentré. Mine de rien, nous, le 8 avril, il y a un certain nombre de choses qui ont brûlé, des bougies, des bottes de paille et tout un tas de choses. Voilà, chacun a essayé comme il pouvait de faire baisser autant qu'il pouvait d'1, 2 ou 3 degrés les températures. Donc toujours pareil, c'est des techniques qui sont efficaces dans la mesure où on arrive à avoir un maillage suffisant, quoi. Des techniques un petit peu plus atypiques, mais qui fonctionnent, hein, il y a des techniques d'antigel. Alors ça se fait par exemple beaucoup sur les kiwis.
On sait que quand on projette de l'eau, quand l'eau se transforme en glace, elle libère de l'énergie, donc c'est pas spécialement intuitif. Mais voilà, la transformation de l'eau en glace, en fait, protège les bourgeons parce qu'à ce moment-là, il fait un petit peu moins froid ou un petit peu plus chaud. Et puis, comme en général, à ces moments-là, rapidement, 2 heures après, il fait de nouveau chaud, l'eau fond très vite. Donc toujours pareil, c'est des techniques qui marchent pas trop mal, avec encore une fois une certaine limite en termes de nombre de degrés. Et puis des systèmes plus innovants, qui commencent à se voir, il y a un article il y a pas longtemps dans une des revues, techniques, c'est des fils chauffants, donc des systèmes de fils en fait, reliés à une alimentation qui chauffent et qui, du coup, font baisser la température au niveau des bourgeons. Et dans l'article qui est paru là cette semaine, c'était combiné en plus avec du bâchage. Alors tout ça, c'est relativement connu quand même, les techniques, les moyens de mise en œuvre sont connus. La limite, ça va être les coûts, hein. Qui vont être soit des coûts d'investissement, soit des coûts, de mise en œuvre. Par exemple, par rapport aux bougies, c'est les surfaces à couvrir, le temps de les mettre et puis le fait, quand on les a utilisées, après il en faut d'autres. Donc on en est quand même à des coûts hectares qui vont être, significatifs, voire très significatifs. Et c'est la limite, chez nous, hein. C'est pas un hasard si on voit pas trop ces techniques de protection contre le gel dans nos vignobles et qu'on les voit dans les vignobles de forte valeur ajoutée. Sachant que, on va gagner 1 à 3 degrés, donc j'aurais pu mettre des guillemets, modestes, hein. Mine de rien, si sur tout le Gard, on avait gagné 2 degrés, on n'aurait eu que les zones bleues et vertes qui auraient été très touchées. Donc, c'était quand même, une part importante du vignoble qui aurait été sauvée. Ça marche quand même plutôt sur les gels radiants, c'est-à-dire d'air froid qui ne s'évacue pas, plutôt que sur les gels de courant froid. Bon voilà, les coûts hectares sont significatifs. Donc c'est pour ça qu'on les voit en arboriculture où le chiffre d'affaires hectare est plus élevé et qu'on les voit dans les vignobles à forte valeur ajoutée. La question pour nous aussi, au-delà de la valeur ajoutée, c'est qu'on a un vignoble quand même qui est, par rapport à ces vignobles type Bourgogne, qui est très étendu. Donc comment on fait pour protéger de grandes surfaces dispersées sur plusieurs communes? Donc on est de fait dans des projets collectifs mais de grande échelle. Et puis, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on voit bien que les épisodes de gel qui arrivent tard, enfin, en tout cas par rapport au débourrement, ils ont quand même tendance, et ça semble coller quand même avec des perspectives en termes de changement climatique, ils ont quand même tendance à concerner des zones de plus en plus grandes. C'est-à-dire ils arrivent moins souvent, mais une fois suffit. Et par contre, sur des zones plus importantes et pas forcément les zones gélives. C'est-à-dire que si on devait cibler les coûts où il faudrait cibler les lieux où il faudrait faire ces investissements, si on fait l'historique 2012, 2017, 2020, 2021, j'avoue que je ne saurais pas trop où est-ce qu'il faudrait installer, ces, outils-là, plutôt dans les bas-fonds, plutôt sur les coteaux, plutôt sur les zones de plaine. Voilà les questions qui se posent, avec les méthodes antigel. Mais je pense que vu la récurrence des événements, les choses en termes, de coûts, d'aide, vont quand même pas mal bouger dans les années à venir, quoi. Je vous remercie. On est à peu près dans le timing, je pense, à 5 minutes près. Donc, pour ce qui est du Gard, je suis à votre disposition. S'il y a des personnes, des départements limitrophes, vous pouvez faire appel à mes collègues sans problème. Puis, je repasse peut-être la parole à Jacques s'il veut compléter ou amener d'autres éléments ou conclure ce webinaire. Bien, mais merci Bernard. Il n'y a pas d'autres questions, je pense, donc tu as répondu aux attentes des participants. Mais je vous remercie tous pour votre participation et rendez-vous sur d'autres webinaires qu'on va organiser sur ces aspects viticoles, sur le gel ou sur d'autres techniques. Et rendez-vous également sur le site ICV où, encore une fois, vous trouverez pas mal de petites vidéos intéressantes sur la chaîne YouTube ICV. Voilà, bonne fin de journée à tous et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci à vous. Au revoir.